Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Vous êtes bien sûr sur Carte Géopolitique sur For You Média Africa une fois de plus. Merci d'être avec nous à l'occasion du Forum de Paris sur la paix qui s'est déroulé les 11 et 12 novembre dernier. Le président Umaro Sissoko Embalo, le président de la CEDEAO, mais aussi président de la Guinée-Bissau, a adopté une posture pas très habituelle devant un parterre d'invités et surtout l'hôte de l'événement, le président français Emmanuel Macron. Alors, il a tenu un discours qui interpelle la communauté africaine. Les conséquences de l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi, la fixation par la communauté internationale de l'opération spéciale russe en Ukraine ou encore la problématique du sentiment dit anti-français. L'interventionnisme occidental, en tout cas, était pointé du doigt. Analyse donc des propos tenus dans ce discours, encore dans cette sortie, dans un instant. Et puis, on reviendra sur ce communiqué du gouvernement malien contre le quotidien français Libération à la suite d'un article publié justement par ce quotidien. Bamako condamne une manœuvre non professionnelle dont le but final est la déstabilisation du pays. On va donc en parler avec nos invités ce soir. Ici, avec moi sur le plateau, Abdoul Ndam, bonsoir. Vous êtes politologue, merci d'être là. Merci, Madame Manuela Doumbé-Siker. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur ce plateau combien charmant pour que nous puissions davantage parler des questions qui concernent le monde. Et puisqu'en réalité l'Afrique ne se trouve pas en vase clos, il est important que nous retrouvons dans un village planétaire et que les États, bien entendu, tout comme les individus, vivent dans une interaction permanente. Il est important de constater que ce qui touche les uns peut également impacter sur les autres. Voilà pourquoi est-ce que nous nous estimons heureux à chaque fois que vous nous sollicitez afin de débattre sur des questions qui ont une portée internationale. Oui. Merci à vous, Abdoul Ndam, une fois de plus, d'avoir accepté cette invitation. On va également passer le bonsoir à Tchèque Tidiane, qui est aussi avec nous, activiste, vice-président de l'association SOS Racisme depuis la France. Bonsoir, Monsieur Tidiane, et bienvenue. Bonsoir, Mme Doumbé. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Et bonsoir à mon aîné. Et bonsoir à toute l'Afrique. Voilà, merci. Je ne sais pas si le docteur Yamb, on peut également déjà l'avoir. Je ne sais pas s'il est positionné. Bonsoir, docteur Yamb. Allô? Oui, allô? Bienvenue, docteur Yamb. Bonsoir. Allô? Alors, on va laisser le soin, peut-être à la technique, de résoudre ce petit problème de communication. On rappelle que le docteur Yamb se trouve actuellement, du moins va intervenir depuis San Salvador, qui est bien sûr du côté du Salvador. Bien sûr, on espère que la connexion va nous permettre de communiquer avec notre invité de ce côté-là. Nous attendons aussi Monsieur Tapé Groubera. On espère qu'il va nous rejoindre dans un moment. Mais en attendant, nous, on va ouvrir le débat. Vous l'avez compris, on l'a annoncé d'ailleurs, avec cette problématique autour du Mali, avec peut-être le concours de la réalisation également. On va afficher ce communiqué-là qui va nous servir de prétexte. Et bien sûr, ce communiqué signé du gouvernement malien contre le quotidien français Libération, comme vous pouvez le voir à l'antenne. Alors est-ce qu'on peut... Voilà, merci à la réalisation pour cet élément. C'est un document signé du colonel Abdoulaye Maïga. On va lire quelques bribes. C'est avec une profonde consternation que le gouvernement de la transition a pris connaissance d'un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français Libération et visant l'aide de camp de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement de la transition dément totalement les faits évoqués par le quotidien français
Libération qui poursuit les activités subversives des médias. 1000 collines, France 24 et Radio France Internationale interdit au Mali. En outre, il condamne cette manœuvre non professionnelle, désespérée, éhontée et immorale du quotidien français Libération. Le gouvernement et la transition déduit que cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades ne visant qu'à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la transition en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces. On va d'abord s'arrêter là. Abdoul Ndam, déjà une première réaction à chaud. C'est une réaction normale pour un État qui se veut responsable. Oui. Vous savez, face à de telles allégations, pour ne pas entretenir le flot, il est important que les autorités investissent bien entendu de la légitimité, de la légalité, puissent prendre leurs responsabilités dans la perspective de rassurer la population. Puisqu'en réalité, ce dont cette presse internationale a essayé de rapporter, ma foi, est très grave en termes de faits. Et là, on se dit, le constat que l'on fait tout simplement est un constat d'une guerre de communication qui se joue, puisque cela témoigne tout simplement que la bataille du point de vue territorial, la bataille du point de vue pragmatique en ce qui concerne le maintien de la France du côté du Mali, elle a perdu cette main. On constate bien évidemment que, ayant perdu la main sur le plan territorial, sur le plan factuel, il est important de glisser sur un autre champ de combat qui est bien entendu celui notamment de la communication. Parce que quelqu'un dit souvent, la parole bénit, mais également la parole peut maudire. Tout comme la parole peut également être l'origine de beaucoup de désordre et même d'une instabilité. Fort de ce constat, vous verrez par exemple que cela s'inscrit, ce genre de communiqué ou encore ce genre d'article de presse venant du côté de la France s'inscrit dans une continuité, dans la mesure où certaines presses, notamment France 24 et bien d'autres presses, s'inscrivaient dans cette campagne de désinformation. Dans la perspective, le gouvernement malien estime que effectivement le journal, le quotidien mis en cause est en train de continuer ce que les autres médias qui ont été interdits du territoire malien faisaient de ce côté-là. Et dans le même cas, l'information rapportée par ces chaînes était que l'armée malienne délibérément était en train de massacrer la population. La population, oui. Et aujourd'hui, l'attaque était par le bas, notamment par le bas peuple pour pouvoir instrumentaliser le peuple. Et puisqu'en réalité cela n'a pas abouti, ils reviennent à la charge, cette fois-ci au sommet de l'État. Pourquoi au sommet de l'État? Ce n'est pas anodin parce qu'en réalité, on constate qu'il y a une synergie, il y a une union parfaite entre les autorités qui tiennent notamment la République du Mali. Et vous savez pertinemment que à partir du moment où le sommet est harmonisé, à partir du moment où la sérénité y règne, il est important que les missions que les leaders ou encore les responsables se sont assignés soient davantage respectées et mises en œuvre. Dans le cas d'espèce, l'objectif de ce communiqué ou encore de cet article de presse vise tout simplement à créer du discrédit au sein de l'armée. 1, 2, attirer l'attention des populations, à semer la psychose pour dire qu'en réalité, si au sommet de l'État, ils commencent déjà à s'entretuer entre eux, ça veut dire qu'en réalité, ils ne tiennent plus la manette. Et là peut donc avoir une conséquence négative quant à la stabilité du pouvoir. On comprend que c'est une communication assez grave. Bien sûr, c'est une communication. En fait, dans ce genre de communication, il faut questionner l'objectif recherché. L'objectif recherché, 1, c'est de créer la psychose au sein de la population. 2, créer du trouble au sein de l'armée. Et bien entendu, démontrer, in fine, que l'armée ne s'entend plus parfaitement, il y a un flou artistique qui s'entretient, et que s'ils commencent déjà à s'entretenir entre eux, cela démontre que si ces hommes en tenue, ces leaders, ces responsables sont censés plutôt protéger la population et commencent à entretuer à plus forte raison la sécurité des populations. Et je crois que le fait que les autorités maliennes, sur la bannière du Premier ministre par intérim, aient monté sur le créneau, est un acte de responsabilité qui vise tout simplement à dire que tout cela, c'est tout simplement une bataille communicationnelle qui en réalité est un signe qui témoigne tout simplement que la France a perdu la main sur le plan factuel et va donc sur l'aspect communicationnel dans la perspective de ne pas lâcher prise. Mais quoi que l'on dise, les autorités maliennes sont très éveillées, la population malienne est cultivée et ce genre de communication ne sont que des épiphénomènes. Avant justement de passer la parole à M. Tidiane, on constate, on remarque en tout cas cette réactivité aux promptitudes justement des autorités maliennes qui ne tardent pas toujours à réagir lorsqu'il y a une certaine situation. Est-ce que stratégiquement c'est bien de le faire à chaque fois
ce type de sortie pour répondre à un tel ou tel fait? Je crois que cela me permet de reborder ou encore de convoquer, de dire quelque chose de très pertinent, que ce genre d'attitude est tout simplement s'inscrit dans le jargon de la diplomatie, même de la communication politique, au sens pur du terme. Pourquoi? Parce que dans la communication politique, je vais commencer par là, lorsqu'une communication est lancée, il y a une théorie consacrée à la matière. La théorie du prêcher le vrai pour obtenir le faux. Ou encore la théorie de prêcher le faux pour obtenir le vrai. Dans le cas d'espèce, ils savent pertinemment que l'information susmentionnée est une information qui n'est pas avérée. Puisque du point de vue de l'éthique et de la déontologie du journalisme, lorsque vous avez en face d'une information comme telle, mais il y a du bas dans la communication ou encore dans le métier du journalisme. Il faut recouper l'information, il faut vérifier l'information, il faut se rapprocher auprès des autorités ayant habilité à fournir l'information pour pouvoir procéder à la confrontation. Je ne crois pas que ces journalistes ont observé ou encore ces étapes qui en réalité concourent à la pratique véritable du métier du journalisme. Et je me pose la question de l'éthique et de la déontologie de ces journalistes-là qui obtiennent une information aussi gravissime sans toutefois recueillir l'avis des autorités en place. Deuxième point, c'est qu'en réalité, dans la communication politique, il est important que nourrir le silence dans ce genre de communication peut entretenir le flou. Maintenant, pour ne pas entretenir le flou, il faudrait que de manière imminente, la réponse soit à la taille de l'attaque pour qu'en réalité, la population ne soit pas dans l'embarras. Parce que figurez-vous, si le Premier ministre ou encore les autorités maliennes avaient pris le temps avant de répondre, cela témoignerait qu'il y a d'abord une suspicion. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Par conséquent, ils prennent du temps pour pouvoir réfléchir sur quel type de communication peut proposer à l'effet de contre-attaquer. Dans le cas d'espèce, s'ils réagissent de manière prompte, cela dégage quelque chose de très fondamental. Leur honnêteté, leur franchise, et que, autre chose, c'est que les autorités maliennes ne se reprochent de rien. Par conséquent, ils sont prêts à répondre à tout moment. Maintenant, du point de vue de la diplomatie, cela rentre dans le rapport de force. Et je vous ai dit dans mes interventions précédentes que le Mali s'est inscrit il y a quelque temps dans la diplomatie offensive. La diplomatie offensive voudrait que quoi? En réalité, il ne faudrait pas que toujours que vous commentez, que vous soyez dans les réactions. À partir du moment où l'ennemi vous attaque, et il y a des moyens proportionnels pour répondre à l'attaque. Et dans le cas d'espèce, c'est une forme de guerre, mais cette fois-ci une guerre communicationnelle. Pour ne pas donc entretenir le flou artistique, et comme c'est une guerre communicationnelle à menace globale, réaction globale. Dans le cas d'espèce, cela s'inscrit donc dans une perspective d'une réaction prompte qui donne donc la présomption d'honnêteté, de la franchise dans la gestion de l'État malien par les autorités qui sont investies par le pouvoir, qui ont été conférés par le peuple. Dans le cas d'espèce, on peut dire tout simplement que cette sortie prompte est une sortie efficace, efficiente, qui vient taire toute forme de discorde et même de psychose au sein de la population. Mieux encore, la sortie de M. le Premier ministre vient plutôt réconforter la population en attirant leur attention sur ce qui s'est passé ailleurs, du point de vue communicationnel. Il a pris l'exemple du cas du Rwanda, où en réalité la communication a été au cœur du massacre qui s'est passé du côté du Rwanda. Et dans le cas d'espèce, il ne faudrait pas que le peuple africain en général, et le Mali en particulier, soit quand même ne puisse pas prendre en conscience ce qui s'est passé ailleurs, pour dire qu'en réalité tout ce qui se joue, c'est parce que certaines personnes, certaines puissances ont perdu la main, parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'Est, parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Ils ont déjoué la bataille, la guerre sur le plan factuel, sur le plan du terrain, parce qu'ils ont perdu la main, mais cette bataille du point de vue de la communication. Donc ce qui se joue maintenant, c'est une guerre communicationnelle. Une guerre communicationnelle, Tidiane. Alors, le gouvernement de transition, dans son communiqué, déduit que cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades visant qu'à créer la psychose. D'ailleurs, Abdoul vient de le dire, et tenter désespérément de déstabiliser la transition. Alors, tentative de déstabilisation du Mali, justement, par ces différentes voies, telles ce média, Libération. Le Mali, les autorités maliennes sont déjà averties de ce qui va suivre au fait. Parce que on ne peut pas chasser la France comme ça du Mali sans s'attendre à des déstabilisations. La force Barkhane a échoué au Mali et maintenant c'est le terrorisme médiatique contre les autorités maliennes. La France mettra tout en œuvre pour déstabiliser le Mali et c'est de diaboliser les autorités maliennes. Pour un peu contextualiser les choses, le journaliste qui a publié ces fake news, c'est Matteo,
qui est vraiment connu sur Twitter, qui fait tout le temps des tweets visant les autorités maliennes, à diaboliser ce qui se passe au Mali, en accusant les autorités maliennes, en accusant l'armée malienne de faire des massacres. Et plusieurs fois, je l'ai interpellé, plusieurs fois, je l'ai contradit dans ses mensonges. Il est tout le temps là, il est obsédé par le Mali. Et cela aussi va avec l'appel de Macron en disant aux journalistes et aux médias français et à la diplomatie française d'être plus agressifs sur les réseaux sociaux, parce que tout est parti de Twitter. Et il dit le 2 novembre, en regardant ce qui s'est passé le 2 novembre, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était au Mali pour rendre visite à son aîné Assimi Goïta et prendre des conseils auprès d'Assimi Goïta. Et ça dérange la France. Il fallait créer un genre de propagande autour des autorités maliennes et essayer de créer le désordre entre ces deux personnalités. Parce que si réellement il y a eu des tirs au moment où le capitaine Traoré était en visite à Koulouba, le président Assimi pourrait sous-entendre que c'est un coup monté par le capitaine Traoré. Et c'est ce qu'il voulait faire au fait, créer un problème entre ces deux nations. Or, il n'y a pas de problème entre ces deux nations. Et en regardant plus loin aussi, aujourd'hui on voit la perte de vitesse de la France, que ce soit dans le Sahel, que ce soit dans le monde. Il cherche par tous les moyens de se faire une place qu'il a déjà perdue depuis très longtemps. Et de ce fait aussi, vous avez vu aussi BFM TV, c'est pas uniquement Libération qui a fait des propagandes, BFM TV aussi s'est mis avec un documentaire en accusant les autorités maliennes d'avoir employé Wagner, d'avoir dit que le Mali fera que un avec la Russie très bientôt, qu'on sera une puissance nucléaire. Tout était monté de pièces parce que la traduction de Bambara en français, ils ont tout modifié pour faire de la propagande. Mais cela n'est pas aussi grave que ça. Ce qui est plus grave, c'est qu'on a toujours des Maliens qui sont là à donner des fausses informations, à soutenir ces propagandes de la France au Mali. Et c'est ce que je déplore le plus, parce que les images qui ont été données, par exemple, à BFM TV, c'est un journaliste malien qui l'a fourni. Et jusqu'à là, il n'a pas porté plainte contre BFM TV en disant « Vous avez transformé les propos, vous avez transversé les propos qui ne sont pas dits réellement dans la bande originale que je vous ai envoyée. » Jusque-là, il se défend. Il dit qu'on est en train de le diaboliser, il dit qu'on est en train on veut le faire taire. Et c'est ce qui se passe réellement. C'est ce qui se passe sur le terrain au Mali. Aujourd'hui, on n'a que des tapages médiatiques, de la propagande au niveau de la France. Tous les médias français ne fait que relayer du mensonge, diaboliser, pour essayer de créer un désordre au Mali pour que les autorités maliennes aujourd'hui puissent tomber, parce qu'ils ont eu le kilo de dire non à la France, de chasser la France. Et si toutefois les autorités maliennes aujourd'hui réussissent leur lutte contre le terrorisme dans le Sahel, il sera une référence pour toute la sous-région et voire toute l'Afrique. Et la France ne va jamais accepter cela, en fait. Elle ne va jamais accepter ce que les autorités maliennes réussissent avec la Russie à combattre le terrorisme, à mettre fin à cette guerre qui nous a été imposée depuis 2012, que la France était présente avec toute l'Union européenne et aussi l'Amérique, qui n'ont pas pu mettre fin à cette guerre au nord du Mali, qui s'est propagée dans tout le Sahel. Et aussi, lorsque c'est un aveu aussi de faiblesse, parce que lorsqu'on n'a pas pu combattre le terrorisme sur le terrain avec les armes, la force Barkhane a transformé ces armes aujourd'hui en des propagandes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur Twitter, il y a tellement de faux comptes derrière, il n'y a que des légionnaires français qui ne font que relayer des fausses informations sur le Mali. Et c'est très grave. Et je pense que les autorités maliennes ont très bien fait de répondre rapidement et efficacement à cette propagande relayée par le journaliste Matteo. Et même l'autre jour, moi-même, j'ai été victime de ces propagandes. Parce que il y a un tweet que j'ai fait sur ce qui se passe entre la France et la France-Afrique, dans le France-Afrique, qui ne fait que détruire
l'environnement africain, qui ne fait que détruire les entreprises africaines au profit des entreprises françaises. Il y a une personne qui a publié, qui a retweeté plutôt, excuse-moi, qui a retweeté mon tweet. Et derrière, il y a une autre personne qui est venue prendre ces tweets-là pour me dénigrer. Et Mathéo vient directement m'accuser. Et il a même identifié le SOS Racisme National en disant que j'ai tenu des propos racistes et injurieux contre une personne et qui était complètement fausse. C'était pas moi qui avais tenu ces propos-là et je l'ai accusé. J'ai dit je vais porter plainte contre lui pour diffamation publique et j'attends de connaître son adresse pour l'envoyer la plainte au niveau de la police en France ici parce que je sais pas s'il est réellement en France ou il est au Sénégal. Mais ce qui est sûr, dès que je connaîtrai son adresse, j'envoierai une plainte pour diffamation publique. Et c'est entre autres beaucoup de faits. Même lorsque le Mali a reçu des aéronefs qui ont été livrés par la France, plutôt, excuse-moi, par la Russie, c'est la même personne qui a publié en disant que c'est des anciens aéronefs de l'Union soviétique qui ne coûtent que 300 000 dollars par pièce. C'est la même personne qui continue toujours à faire la propagande. C'est la même personne qui va sur WhatsApp, qui a des comptes WhatsApp, qui va sur WhatsApp, qui invite les gens à faire de la propagande contre les autorités maliennes. Je pense que les autorités maliennes, au-delà de ce communiqué, devront porter plainte contre cette personne et la désigner comme personne non grata au Mali et même voir, si possible, avec aujourd'hui ses partenaires, que cette personne-là soit poursuivie pour diffamation, pour acte de propagande et acte de déstabilisation contre le Mali. Merci à vous, Tchèque Tidiane. On referme dans cette partie, c'est notre thématique d'accueil. On va réessayer avec le docteur Yan. Je ne sais pas si on peut réessayer, on va tenter une dernière fois peut-être avec lui. Allô, docteur Yan? La communication n'est pas très bonne avec le docteur Yan. Nous, on va poursuivre ici sur le plateau. On parlait de cette sortie du président de la CEDEAO, mais aussi le président de la Guinée-Bissau. Il s'est exprimé lors du sommet du Forum sur la paix qui s'est déroulé les 11 et 12 novembre dernier. Il a tenu des propos qui, plus ou moins, du moins un discours qui, du moins, a réjoui certains Africains, d'autres ont émis des réserves. De toutes les façons, on va, une fois de plus, avec le concours de la réalisation, prendre cet extrait. Ensuite, on revient sur le plateau pour en parler. Je disais, Monsieur le Président, que je pense qu'il faut que nous réfléchissions sur comment finir sur cette guerre. On parle beaucoup à la télévision, dans la presse écrite, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais dans nos régions, il y a aussi des guerres. Le Mali, le Burkina Faso, et il y a des morts tous les jours. En Amérique du Sud aussi. En Colombie, par exemple, tous les gens qui émigrent vers les États-Unis et qui meurent sur la route. Mais pour la communauté internationale, la seule chose qui est sur l'agenda, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose qui pourrait être terminé très rapidement s'il y avait un dialogue. Si vous regardez ce qui nous est arrivé, nous, dans notre région, c'est que nous disons toujours, c'est l'Occident qui décide pour nous, sur nos territoires, comme cela a été le cas pour la Libye. L'Afrique, notre continent, quand il y a notre voix à entendre, personne ne l'entend, comme pour le cas de Kadhafi, par exemple. Alors, je demande, est-ce que nos frères de la Libye, de l'Afghanistan, de la Somalie sont heureux aujourd'hui? Et non. Mais nous avons une solution et pour arriver à cette solution, il faut un dialogue entre le Nord et le Sud. Même si nous sommes pauvres, nous avons une dignité aussi et ça, c'est très important.
J'ai été il y a 15 jours avec le président Poutine dans son bureau. On a parlé presque 3 heures. On en a parlé beaucoup. Et moi, j'ai eu l'impression que s'il y avait un dialogue sérieux, la guerre pourrait finir très très vite. Et évidemment, lui, il a une grosse responsabilité là-dedans. Et quand il m'accompagnait, quand je partais, il m'a dit donner une grande accolade de ma part à mon frère Macron. Oui, oui, c'est Poutine qui m'a dit ça. Hein? Et il me l'a même dit en anglais. A big hug to my brother Macron. Voilà, voilà, il me l'a dit comme ça. Mais moi, quand je suis allé à Kiev, qui se trouve à 12 heures de la frontière de Pologne, et quand j'allais vers l'Ukraine, mais Poutine m'avait parlé de déjeuner et m'avait dit si j'allais déjeuner avec Macron. Je dis oui, oui, mais je dis le problème c'est pas que je déjeune avec Macron. Le problème c'est que je veux faire entendre la voix de l'Afrique, la voix de la paix, parce que la paix ne peut pas être seulement d'un seul continent. Il faut entendre la voix des autres pays aussi, une voix internationale. Donc, je disais que quand j'allais vers Kiev, j'ai vu la destruction qui avait été causée par la guerre. Et je parlais avec le président Zelensky et je dis à Zelensky, écoute, il faut que tu parles avec Poutine. Et parce que je lui ai dit que j'ai l'impression que Poutine était sérieux et que mon message était qu'il fallait qu'il parle avec Poutine. Et que son frère Macron pouvait vraiment jouer un rôle aussi. Parce que Poutine m'a dit un grand bonjour pour mon ami Macron. Et il me l'a répété plus d'une fois. Alors je pense que Macron a un rôle à jouer pour sortir de cette guerre. Mais cette guerre est quelque chose qui touche toute l'Ukraine. Par contre, quand j'étais à Moscou, j'ai eu l'impression que personne n'était touché par la guerre. C'est pour ça que je crois, Monsieur le Président, c'est que quand tu parles avec tes amis européens, avec tes amis américains, c'est important que tu le fasses. Mais quand on parle devant l'Assemblée générale des Nations unies, il faut parler sur faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur voix. C'est évident que pour moi, n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit, écoute, il faut que tu te prononces comme nous. Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant compte. Il y a des pays comme l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, j'aime beaucoup Macron parce que nous parlons comme deux chefs d'État. Et il me dit, nous parlons comme un égal. Je suis un frère et toi tu es un chef d'État, je te parle comme un frère. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfastes. Mais
il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Personne n'en parle, même si la maladie continue d'exister et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait. Le président Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la CEDEAO, mais aussi le président de la Guinée-Bissau, Abdoul Ndam, plusieurs points ont été évoqués par monsieur Embalo. Déjà, est-ce que vous le reconnaissez dans cette posture? C'est un président qui est très critiqué. Il faut le rappeler quand même. Bien évidemment, c'est un président qui est critiqué. Je crois qu'il faut quand même, si on pouvait prendre l'image du football, c'était comme si un joueur qui, la semaine dernière, a fait une mauvaise prestation et que la semaine qui suivait, il a essayé de mettre en pratique les critiques qui ont été faites par peut-être son coach ou peut-être par le public. Puisque dans le cas d'espèce, dans cette image, le peuple est le public. Et par conséquent, le chef de l'État ne peut pas vivre en déphasage avec le peuple. Vous pensez que c'est... Je suis sûr que c'est le retour, le feedback de son attitude. Population africaine en général, peut-être la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en particulier, qui a été le feedback de ses attitudes précédentes, en réalité, ne lui donnait plus de la crédibilité nécessaire. Et je crois qu'il a saisi une opportunité, il a saisi ce qu'on appelle en sciences politiques une fenêtre d'opportunité pour se repositionner dans le cœur. Puisque l'objectif, quoi que l'on dise, même si on peut noter que le rôle, c'est de permettre à ce que l'Afrique puisse avoir sa place honorable au sein des Nations Unies et par conséquent dans le monde entier. Il est important que la sortie médiatique d'un chef d'État vise un objectif. En tant que politologue, l'objectif de chercher, c'est de la sympathie, c'est de gagner la sympathie, c'est de gagner les cœurs, c'est de séduire. Voilà pourquoi discourir en politique n'est pas gratuit. On tient un discours dans la perspective de gagner les cœurs, certes, mais aussi de dire des choses pertinentes. Et dans le cas d'espèce, je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, je reconnais M. Mbalo. Pourquoi? Parce qu'il tient un discours courageux, responsable, qui en réalité ne met pas l'Afrique dans une position condescendante, qui ne met pas l'Afrique dans une position de suggestion, mais qui met l'Afrique dans une position de proposition. Dans le cas des choses, on dit c'est que un chef d'État africain ose dire ce qu'il pense, mais alors avec une sérénité totale, avec des mots justes. Je crois que vous avez vu l'attitude des chefs d'État étrangers, notamment Emmanuel Macron, qui a été cristallisée par la qualité du discours, la pertinence et le caractère tempéré et modéré de l'homme. Je crois que c'est autant d'images, autant de sorties et même de déclarations qu'on souhaite que la plupart des chefs d'État puissent en avoir dans la perspective de ne plus maintenir l'Afrique comme ceux-là ou celles-là qui viennent pour écouter sans dire quelque chose de très important. Alors, il faut rappeler que le président Umaro était l'un des rares, je pense même, selon certaines sources, il était le seul. On parle de maxi 2-3 présidents africains, sinon le seul, à avoir participé à ce forum, contrairement aux années précédentes où il y avait des dizaines de chefs d'État africains. Il a pris dans cette responsabilité, il s'est exprimé, on a vu, au milieu de certains de ses homologues et bien sûr d'autres personnalités étrangères. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce discours? Parce qu'on rappelle qu'il a parlé, plusieurs points ont été abordés. Il est revenu sur le sentiment dit anti-français. Il est revenu sur l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi et ses conséquences, bien sûr, en Afrique, sur un certain nombre de il y a bien évidemment de la discrimination dans le traitement des problèmes sur la scène internationale. Voilà. Parce qu'il a rappelé effectivement que on a l'impression que la seule actualité, c'est le conflit russo-ukrainien. Et en réalité, il faut quand même situer, parce que sinon on revient sur votre thématique, la thématique est très claire, notamment la notion de l'interventionnisme en réalité mérite qu'on puisse se poser sur la table. Exactement. En fait, étymologiquement parlant, le mot interventionnisme veut tout simplement dire se mêler de. Se mêler de. Et il faut donc procéder à... Il existe 3 types d'interventionnisme, Madame Manuela Sike. Nous avons l'interventionnisme économique, l'interventionnisme politique et l'interventionnisme dans le domaine des relations internationales.
dans le cas d'espèce, on fait face à l'interventionnisme dans le domaine des relations internationales. Okay. En réalité, c'est quoi l'interventionnisme? En réalité, il faut noter que l'interventionnisme dans le domaine des relations internationales est le fait pour certains États ou pour certaines organisations, à l'exemple de l'ONU, de se mêler, d'intervenir, de poser des actes, de s'interférer dans les domaines privés de certains États ou bien d'intervenir tout simplement dans les affaires des États. Et la question de l'interventionnisme en réalité pose un problème de fond, notamment le problème dans le droit de la relation internationale. Oui. C'est le problème de l'ingérence dans les affaires internes des États. On constate très bien que l'interventionnisme qui fait pignon sur rue, c'est l'interventionnisme politique dans le domaine des relations internationales. Pourquoi? Parce que cela fait ressortir deux éléments. L'interventionnisme politique au sens pur du terme et l'interventionnisme sur la bannière militaire. Et ce que M. Embalo décrit, c'est l'interventionnisme beaucoup plus sur la bannière militaire. Lorsqu'il prend le cas de la Libye, on a vu comment l'acte délibéré de certaines puissances qui, en réalité, sans se baser sur aucune raison fondamentale, ont attaqué, annexé, violé l'intégrité territoriale d'un pays en massacrant ou encore en tuant le chef de l'État de ce pays-là. Donc vous voyez donc que ce type d'interventionnisme est beaucoup plus récurrent en Afrique. C'est rare de voir que certaines puissances, de manière délibérée, annexent un pays. Même si on peut convoquer quelques exemples historiques, par exemple les États-Unis qui ont annexé l'Amérique du Sud, on peut quand même noter comment les États-Unis ont annexé l'Afghanistan. Force de constater que l'interventionnisme dans le cas d'espèce est l'interventionnisme à caractère militaire qui en réalité ne permet pas que les États puissent avoir la capacité de gérer par eux-mêmes leurs problèmes. Dans le cas d'espèce, ce que l'on déplore, c'est que sur la scène internationale, et bien entendu l'organisation qui chapeaute l'organisation internationale, en l'occurrence l'ONU, procède comme les agissements de l'ONU peuvent être perceptibles comme une approche sélective et discriminatoire dans le processus d'interventionnisme ou d'intervention tout court. Vous êtes sans ignorer que à chaque fois qu'il y a moins d'incidents, on constate rapidement qu'il y a une convocation extraordinaire des Nations Unies dans la perspective de prendre une résolution pour intervenir dans un pays africain. Or, malheureusement, ailleurs, on ne voit pas véritablement le cas. Si oui, la crise russo-ukrainienne devait être une opportunité par conséquent pour que les Nations Unies puissent se réunir de manière extraordinaire pour pouvoir proposer une intervention là. Mais pourquoi donc l'intervention ne se pose pas sur la table actuellement pour ce qui est de la crise russo-ukrainienne? Or, malheureusement, lorsqu'il y a moins d'incidents, où on peut laisser donc la possibilité aux pays africains, aux organisations sous-régionales africaines et même organisations régionales africaines de prendre par elles-mêmes des résolutions, des propositions et des solutions typiquement africaines pour lutter contre leurs problèmes. On constate malheureusement que l'ONU, les Nations Unies ne leur donnent pas la possibilité. Mieux encore, les puissances internationales ne donnent pas la possibilité aux pays africains de résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. Donc cela pose un sérieux problème de la discrimination. Et pour dire tout simplement que la sortie de M. Umaru Sissoko Embalo vient donc repositionner ce problème qui se pose avec acuité. Est-ce que les pays africains vont davantage continuer dans cette perspective d'interventionnisme qui a une image paternaliste? C'est un peu comme si l'Afrique est dans l'incapacité de résoudre par elle-même ses propres problèmes. Parce qu'elle est dans l'incapacité, il faudrait toujours l'intervention des puissances étrangères pour pouvoir proposer une solution qui malheureusement ne sont pas toujours adéquates avec les réalités anthropologiques et sociologiques de nos pays africains. Je crois que c'est un problème très important où il faut mener une réflexion efficace. Et tenez-vous par exemple, Mme Manuela Ségué-Lumbe, l'interventionnisme n'est plus seulement perceptible sur le plan militaire, même politique. Sur le plan politique, par exemple, on a constaté que comment certaines puissances font des mains et des pieds, pas des puissances étrangères, font souvent des mains et des pieds pour pouvoir influencer la politique nationale de certains pays, à travers peut-être le choix de certains dirigeants. Le choix de certains dirigeants. Je ne veux pas citer les noms des pays. Et pour sortir avec le cas militaire, vous avez vu en 2004 comment l'armée française a fait irruption en Côte d'Ivoire parce qu'ils suspectaient du fait que l'armée ivoirienne ou encore la population ivoirienne aurait assassiné certains militaires français. On a vu comment un pays, de manière délibérée, se permet de violer l'intégrité territoriale en violant les sacro-saints principes du droit international, notamment le principe à la
non-violation de la souveraineté des États. On a vu comment la France a eu cette intervention et a commencé à massacrer, à tirer par balles réelles sur la population ivoirienne. Maintenant, tenez-vous, ce qui fait encore plus mal, Madame Manuela Seke, c'est l'intervention sur le plan économique. Vous constatez avec moi que la plupart de ces pays africains font face à certaines propositions en ce qui concerne le relancement du développement africain à travers des méthodes et même des stratégies qui ne sont pas propres à l'africaine. Nous avons au Cameroun, par exemple, on a considéré les PPTE, l'initiative PPTE, pays pauvreté endettés, où le financement a été apporté par la France et l'Union européenne. Forcément une contrepartie, voilà. Et nous avons encore un nouveau partenariat, on appelle ça le PPP, le partenariat public-privé, qui en réalité donne la possibilité aux acteurs privés de financer les projets au sein de l'État et de contrôler cela. Donc, ce qui est encore même plus dangereux, c'est même beaucoup plus l'intervention sur le plan économique, où avant de vous financer, avant que la Banque mondiale vous finance, avant que toutes ces institutions financières vous financent, ils vous imposent un projet. Ils vous imposent un projet qui en réalité ne sont pas quand même des priorités pour les pays africains. Oui. Donc dans le cas d'espèce, l'Afrique est phagocytée par plusieurs types d'interventionnisme dont je fais de faire mention, notamment l'interventionnisme sur le plan politique, l'interventionnisme sur le plan militaire et l'interventionnisme sur le plan économique. Merci à vous, Abdoul Ndam. Cheikh Tidiane, je vous retrouve donc après cette analyse de votre copanéliste et bien sûr, après avoir écouté le président de la CEDEAO, lui qui s'est donc exprimé, il a abordé plusieurs points essentiels qui intéressent justement le peuple africain. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, le président Embalo est un guignol et puis un amuseur public, comme disaient les autorités guinéennes au fait. Le président Embalo a fait son Embalo sur le podium et l'autre jour, tout simplement. Au fait, moi, je ne vois pas du tout dire ce qu'il a dit. Je sais pas comment expliquer, mais sérieusement, c'était une mise en scène toute montée par pièces, au fait. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui combattent la France sont en train de dire, sont en train d'avancer les mêmes arguments pour faire taire la France-Afrique. Et la manière la plus perfide pour nuire à une cause, c'est bien sûr de dire des arguments erronés. C'est ce qui se passe au fait. Je pense qu'il a vraiment reçu son coup avec Emmanuel Macron en disant ce que nous, les Africains, les panafricanistes et la jeunesse africaine veut entendre au fait. C'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'on est en train de combattre et il va se mettre du côté en disant voilà ce que je propose aussi. Je ne suis pas avec Macron, je ne suis pas un guignol de Macron, mais je dis aussi des fois la vérité à Macron. Et il a bien reçu. Lorsque vous regardez seulement les réactions corporelles de Macron lorsque il parle de tout ceci. Regardez comment Macron réagit. Il réagit avec des grimaces moqueurs, au fait, parce que tout était préparé en avance. C'est comme le sommet France-Afrique avec la jeunesse africaine. Qui est venu dire des belles paroles, on était tous contents et tout. Mais au final, lorsqu'on a interrogé la Burkinabé sur TV5 Monde, elle a dit quoi? Elle a dit Macron avait déjà connaissance de tout ce qui allait être dit. Même la question de la marmite, Macron était déjà au courant. Tous ses discours étaient déjà présentés, mais seulement il n'a pas répondu de la même façon où la première fois il a pris connaissance de cette histoire de marmite. Et c'est la même chose avec Embalo. Embalo fait seulement essaye d'usurper ce que les panafricains disent tout le temps, ce que nous défendons. Et en plus de cela, si vous écoutez très bien, et il est parti en Russie pour faire quoi en Russie? Il dit à la sortie, le président Poutine lui a dit de passer le bonjour ou d'embrasser le président Macron. Ça, c'est indirectement faire l'éloge en disant que tout va bien entre Macron et Poutine. Et il dit en plus de cela que Macron peut jouer un rôle essentiel dans cette crise russe. Et tout ceci associé, vous allez comprendre que tout est une mise en scène. De dire ce que nous voulons entendre, de faire
en sorte de nous divertir. Sinon, si vous regardez aussi ces derniers jours, il était avec Macron au COP27, à côté de Macron, lorsque Macron abordait le président de Venezuela. On ne peut pas être avec une personne matin, midi, soir et être contre sa politique, au continent, dans le continent africain. C'est pas possible du tout. Il faut pas se laisser distraire, pas du tout, avec ces propos même si ces propos sont vrais, de Ambalo qui fait son Ambalo, qui se promène comme un clochard. Vous allez m'excuser le terme, qui se promène comme un clochard en humiliant toute l'Afrique. Partout dans le monde, je pense que c'est pas du tout, on ne devrait même pas encourager ces propos-là, en fait, parce que ces propos-là, c'est quand même très grave, parce que la Libye, il parle de la Libye comme si il a toujours milité pour la Libye. On sait très bien que la Libye, la France n'a pas déboursé un seul centime pour détruire la Libye. C'est le Qatar qui a financé les désordres aujourd'hui qui se trouvent à Libye à hauteur de 300 millions d'euros, en fait, pour que la France puisse aller détruire la Libye. Et l'objectif principal, c'était de tuer le guide Mohamed El-Kadhafi. C'était uniquement ça l'objectif. Et aujourd'hui, une personne qui passe tout son temps avec Macron, qui est en train de tout faire pour nuire aujourd'hui à notre libération, à la fin de la France-Afrique, se permet de dire de tels propos pour justifier que lui, il n'est pas uniquement un fervent défenseur de la France-Afrique. Je pense que c'est vraiment désolant et je pense que c'est lâche aussi de sa part de ne pas assumer, de ne pas s'afficher honnêtement sa position. Parce que on a tous vu aussi, pour finir, on a tous vu aussi lorsque Macron est passé le voir en Guinée-Bissau. Macron lui a demandé d'enlever sa cravate. C'est pas seulement ce qu'il a fait. Il s'est complètement déshabillé. Dans ce sens-là, il n'a pas du tout, moi quand même, je suis totalement, lorsque j'ai vu la vidéo, j'étais totalement dépassé et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et tout le temps qu'en Afrique, on a des luttes à mener, c'est toujours, on manipule une personne qui vient usurper comme si il est de notre côté et nous les Africains, on suit cette personne-là, il nous mène directement au mur. C'est ce qui est en train d'être préparé aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Ambalo, c'est dire qu'il a dit la vérité, on va l'applaudir en Afrique, on va dire tout va bien et maintenant il est en train de se réveiller. Il ne se réveille pas, il est en train de nous tromper, il est en train de tout mettre en œuvre avec Macron pour faire tout, pour que le Mali, le Burkina Faso et tous les pays africains qui essaieront de sortir de la France-Afrique, de les maintenir encore sous les joues de la France, de nous détruire économiquement et moralement. C'est ça l'objectif principal de toutes ces mises en scène. Et vous savez que tous les présidents de l'Afrique aussi avaient boudé ce forum de la paix de Paris. Donc une des raisons aussi pour faire une mise en scène pour que tout le monde, les paroles étaient libres, pour que tout le monde puisse s'exprimer et dire réellement ce qu'il pense. Tout ça a été une mise en scène tellement bien fait qu'on a cru à ce que le monsieur la disait, mais il faut bien analyser le comportement de Macron. Et là, vous allez savoir que le président Ambalo est venu faire son Ambalo, comme d'habitude, guignol et amuseur public. À vous, Cheikh Tidiane, on refait le tour également pour sortir de cette émission. Abdoul Ndam, si je m'en tiens au propos de Cheikh Tidiane, qui revient quand même sur un paramètre qui est de plus en plus évoqué lorsqu'on parle d'un certain nombre de sujets, l'instrumentalisation du combat france-africain, du moins dans la lutte pour le panafricanisme. On se rend compte qu'il y a certains leaders aujourd'hui africains qui instrumentalisent justement ce combat parce que aujourd'hui c'est ce que le peuple africain veut entendre. Alors est-ce qu'il est possible effectivement que l'ennemi, celui d'en face, la partie d'en face justement, profite de l'occasion pour voiler les faces justement et pourtant est en train de rentrer de plein fouet dans le camp d'en face pour voilà, peut-être le mettre KO. Donc instrumentalisation du combat france-africain, à votre avis, ce discours d'Embalo? Non, je crois pour ma part que, quoi que l'on dise, nous sommes tous des Africains, il faudrait davantage que nous puissions accorder au moins des minimums de présomption d'honnêteté et de franchise vis-à-vis des personnes qui nous dirigent, notamment nos chefs d'État. Parce qu'en réalité, quoi que l'on dise, ils sont d'abord africains.
Oui. Et là, maintenant, vous constatez que depuis ces derniers temps, le personnage qui est davantage mis en orbite sur le plan médiatique, notamment le chef de l'État africain, qui est davantage mis en orbite sur le plan médiatique, c'est M. Embalo. M. Embalo, tout à fait. Et je crois que cette mise en orbite, en réalité, nous amène à prendre beaucoup de recul pour pouvoir observer la démarche de M. Embalo. Je constate que M. Embalo, je situe sa démarche sur trois grandes phases. Je dis avant son arrivée à la tête de la CEDEAO, et maintenant sa position aujourd'hui. Vous constatez qu'avant qu'il n'accède à la tête de la CEDEAO, vous avez constaté qu'il avait une sympathie manifeste vis-à-vis du Mali. Et qu'à une période bien donnée, il a été très ouvert en démontrant que la CEDEAO, à cette époque-là, dirigée par le président ghanéen, il n'était pas d'accord sur les sanctions qu'on avait imposées au Mali. Et avait de la sympathie vis-à-vis du peuple malien. Et à cette époque-là, nous avons salué cet acte du panafricanisme dont faisait preuve M. Embalo. Mais lorsqu'il arrive donc à la tête de la CEDEAO, on était très content de dire que le travail de rénovation et de la reconfiguration, bien entendu, de cette organisation sous-régionale devrait quand même avoir une évolution crédible. Parce que l'homme qui incarne désormais, on a vu ses faits d'armes par le passé, il peut nous rassurer. Mais sa toute première sortie médiatique, en tant que président de la CEDEAO, en réalité, nous a quand même laissé à notre soif, dans la mesure où il était dans la perspective de corroborer sur certaines décisions qui en réalité ne permettraient pas à certains pays membres de la CEDEAO de se développer ou encore de sortir dans cette situation inconfortable. Et la cerise sur le gâteau, c'est bien entendu la visite de M. Emmanuel Macron dans son pays, où on a constaté qu'en réalité c'était tout sauf une visite d'État. On a constaté que c'était une visite d'amis, une visite du one-man show, où on a vu comment les chefs d'État enlevaient leur cravate, leur veste et faisaient un peu le bain de foule. Donc je crois que M. Embalo, c'est vrai que son attitude aujourd'hui, là, on se pose de vraies questions. Voilà pourquoi on peut se poser la question de l'instrumentalisation. Est-ce que M. Embalo aujourd'hui n'est pas celui par qui ces officines-là ne pourront pas pérenniser cette pratique? La sincérité dans le discours, est-ce que c'est rien? Non, la sincérité en réalité, vous savez, le discours est à ceci de particulier. Vous pouvez tenir un discours qui vise à vous mettre dans une position où la masse souhaiterait. Mais c'est pour entraîner, si on est naïf, il peut nous entraîner dans ce discours-là, regagner le cœur des Africains, leur assurance. Il tient dans une cérémonie d'envergure, il tient un discours courageux pour dire en réalité la position de l'Afrique en ce qui concerne certains grands enjeux du monde entier. Mais cela pour gagner la confiance des pays africains en général et de son pays en particulier. Et cela peut donc engager une présomption ou encore les peuples africains et ses pairs peuvent reconnaître en lui celui par qui peut désormais porter la voix. Mais maintenant, on se pose la question, est-ce que M. Embalo est alors sincère? Est-ce que les mots qu'il tient sont des mots sincères? Est-ce que c'est une façon de voiler la vue ou encore le visage, de retourner l'attention des Africains qui sont davantage éveillés et suréveillés sur ce qui se passe en Afrique pour dire qu'en réalité, il peut se positionner comme un cheval de Troie que les officines peuvent s'appuyer et l'élément sur lequel il doit gagner en crédibilité, c'est de tenir les discours que les Africains souhaiteraient entendre, notamment ce genre de discours, pour gagner les 15 Africains et que, bien entendu, lorsqu'il va donc gagner la confiance, il pourrait sortir une nouvelle carte qui va plutôt enterrer les pays africains et bien entendu saper ce combat qui en était en train de connaître un aboutissement heureux. Donc il faudrait être méfiant. Il faut être méfiant et il ne faut pas aussi tirer à boulet rouge sur lui. Rester méfiant, mais tout de même avec... donner quand même le bénéfice du doute, c'est ce que vous êtes en train de dire. Du bénéfice du doute parce qu'il reste africain et je crois que s'il parvient à ressasser tous ces événements malheureux qui en été plongent l'Afrique dans cette situation inconfortable en disant avec les mots crus, il a même dit dans l'un de ses passages que est-ce que la Libye d'hier est mieux que celle d'aujourd'hui ou encore la Libye d'aujourd'hui est mieux que celle d'hier? Il dit Kadhafi était mal aimé. Mais je crois que cette expression voulait tout simplement trahir, dire que Kadhafi était celui qu'il fallait pour son pays. Pourquoi? Parce que la situation de vie du peuple libyen aujourd'hui, en réalité, est plus pire,
extrêmement pire que sur le gide de Mohamed Kadhafi. Donc ce qu'on peut le dire sur le président Embalo, c'est que soyons prudents dans ses sorties médiatiques, soyons prudents dans ses positions, mais quoi que l'on dise, ne perdons pas de vue qu'il n'est pas amnésique, il est conscient du combat. Et autre chose, s'il veut se dévier de l'objectif qu'a tracé le peuple africain, il sera vite déposé par ce peuple-là. Donc je crois que c'est un élément sur lequel il est conscient de ce qu'il joue, et il peut également capitaliser, parce que tout est politique. S'il peut capitaliser cette position qu'il occupe pour replacer, redorer le blason du peuple africain en back-office, et que l'Afrique a les atouts nécessaires pour parler, pour peser de son poids sur l'échiquier international, mais pourquoi ne pas? Il peut être donc celui-là qui pourrait désormais porter la voix de l'Afrique dans son processus de repositionnement de l'Afrique dans l'échiquier international, afin que l'Afrique ne soit plus un continent des suiveurs, mais un continent qui aura mot à dire sur l'échiquier international. Pour dire que toutes les voies sont souhaitables et souhaitées pour que l'Afrique puisse sortir de l'auberge. Si M. Embalo s'inscrit dans cette logique-là, accordons-lui cette présomption d'honnêteté. Merci. Merci à vous, Abdoul Ndam. Monsieur Tchek Tidiane, pour sortir avec votre prise, alors, c'est vrai, vous n'avez pas émis des réserves, mais vous avez battu tout simplement en brèche ce discours du président Embalo. Mais il a également parlé comme ça, c'est une phrase qui est sortie comme ça. Beaucoup n'ont pas véritablement mis l'accent dessus. Il a dit d'autres pays ont rejoint justement d'autres organisations, je veux le dire comme ça, et il a dit la Guinée-Bissau pourrait aussi rejoindre par exemple le BRICS, comme ça, en passant. Est-ce que ce n'est pas révélateur également d'un certain projet, d'un certain positionnement? Bien sûr, bien sûr. C'est comme je le disais, c'est mise en scène. Je vous rappeler au fait ce qui s'est passé avec Embalo lorsque il y a eu le coup d'État au Mali. Embalo était la première personne à soutenir les autorités maliennes après le coup d'État. Lorsque Alpha Condé voulait faire un troisième mandat, je pense que Embalo était l'un des présidents qui avait critiqué Alpha Condé. Et après tout ça, aujourd'hui, il est le premier à dénigrer les autorités maliennes. Il faut se rappeler de tous ces faits et se dire qu'Embalo ne sait pas ce qu'il fait. Il ne faut pas du tout le soutenir. Il ne faut même pas penser qu'il va changer de comportement. C'est quelqu'un qui est guidé par le soif de pouvoir, le soif de se faire voir. Il n'a pas du tout d'orientation politique ou d'idéologie politique, au fait, en quelque sorte. Et en plus de cela, c'est la misère publique. Il va dire qu'il va rejoindre le Brexit. Dans quel sens il va rejoindre le Brexit? Qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui? On ne peut pas traîner avec si je peux me permettre de le dire, les ennemis du Brexit et dire derrière que on va bien sûr, je suis prêt à intégrer le Brexit. C'est des mensonges. C'est tout simplement dans le but de dire aux gens que tout va bien. Lui, il n'est pas du tout rallié à la France, mais lui, il cherche à se défendre et la parole entre lui et Emmanuel Macron est vraiment libre. C'est faux, c'est des mensonges, en fait. Je ne sais même pas si le gars, il a toutes ses facultés, parce que ses comportements, moi, je me pose des questions des fois, si ses comportements ne reflètent pas un problème mental sévère, en fait. Parce qu'on ne peut pas être avec une personne aujourd'hui. Le lendemain, on commence à critiquer. Et même lorsqu'on lui a posé la question, lorsqu'il était à l'ONU, lors du conseil le secrétaire de l'ONU, et il a dit, lorsqu'on lui a posé la question, France 24 et RFI, est-ce qu'il a eu des contacts avec les autorités maliennes? Il a répondu que non, depuis que lui, il est le président en exercice de la CEDEAO, il n'a pas eu de contact avec les autorités maliennes. Or, il était le seul président à être présent à l'investiture de Assimi Goïta après la rectification de la transition au Mali. Et si vous croyez à cette personne-là, si vous croyez réellement que cette personne-là pourra apporter quelque chose à l'Afrique, je pense qu'on va tout droit au mur. Parce que ce genre de personnes, ça a toujours existé en Afrique et ça va toujours continuer à exister. Il faut tout simplement
faire tout possible pour que leur voix n'emporte pas, c'est la voix de la raison. Et la voix de la raison aujourd'hui, c'est ce que la jeunesse est en train de crier aujourd'hui. Parce que la jeunesse africaine en a marre que nos richesses, en a marre que nous finissons nos études, on se retrouve à faire dicter devant les portes, on n'a pas de travail, on en a marre de vivre dans la misère totale en voyant nos dirigeants se promener dans des jets privés, se faire la belle vie et se promener de pays en pays en rencontrant du n'importe quoi comme Embalo est en train de faire. Il était en Russie, après Russie, Ukraine, il s'est retrouvé à Kinshasa pour parler comme s'il n'y avait pas de problème dans la CEDEAO. Pour aller dire à Paris, dans le Forum de la paix, et parler de Brexit, et parler de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Mais au Mali, il y a quand même le terrorisme depuis plus de 9 ans. Il y a le terrorisme depuis plus de 9 ans. Le Burkina Faso est en train de tomber aussi. On a tous entendu le capitaine dire que presque le territoire national est presque perdu. Qu'est-ce qu'il a fait au fait? Qu'est-ce qu'il a fait au lieu d'intégrer le Brexit? Il est quand même le président en exercice de la CEDEAO. Il faut résoudre le problème chez soi avant d'aller chez les autres. Comme on le dit, il faut bien balayer devant chez soi avant d'aller balayer devant chez le voisin. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de chercher la notoriété. Et je vais revenir encore sur... Parce que lorsque je parle de notoriété, je vais encore revenir sur ses interviews. Chaque fois qu'on l'interroge, qu'est-ce qu'il dit? Même lorsqu'on va sur sa page, je suis le président général. Il faut bien écouter ce qu'il écrit. Je suis le président général de la Guinée-Bissau. Je suis le président en exercice de la CEDEAO. Et lors de son interview, vous pouvez le réécouter. Il a répété plus de 10 fois la même chose. Je suis le président en exercice de la CEDEAO. Comme quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à être le président en exercice de la CEDEAO. Il a un problème de complexe. Il a un grave problème d'infériorité dans sa tête au fait. Et c'est là que Cheikh Anta Diop disait: l'ennemi essaye de vous abattre, de vous monopoliser l'esprit moralement. Et lorsqu'il finit de vous utiliser moralement, de vous combattre moralement, il va vous combattre physiquement. Et c'est ce qui Embalo est en train de subir aujourd'hui. Je pense qu'on devrait même lancer de l'aide au fait pour aider Embalo à sortir de ces problèmes-là. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Il faut le suivre. Il faut voir ses comportements. Il faut voir ce qu'il dit. Lorsqu'il s'exprime en français, un pays isophone qui s'exprime en français, il n'arrive même pas à employer les mots adéquats lorsqu'il discute avec un autre président. Or, il est isophone. Il s'est toujours exprimé en français. À notre grande surprise, il vient au Forum de la paix de Paris et s'exprimer dans sa langue officielle. C'est quand même bizarre. Il faut se poser les bonnes questions. Et pour moi, Embalo n'est qu'un ambiseur public, un guignol qui ne fait que faire son Embalo partout. Et je vous assure, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous allez encore entendre d'autres propos venant d'Embalo qui vont dans d'autres sens, qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il a dit au Forum de Paris. Il faut beaucoup faire attention. Et j'appelle la jeunesse africaine à être très vigilant sur cette lutte qu'on est en train de mener aujourd'hui. Nous aînés, le père fondateur, ont essayé de mener cette même lutte. Ils ont été trahis par leurs propres frères, que ce soit leurs propres frères d'armes comme Thomas Sankara l'a été, que ce soit Lumumba qui a été tué par les Congolais sur le sol congolais, comme Modibo Keïta qui a été arrêté par Moussa Traoré, qui lui-même avait envoyé se former aux armes et devenir un officier supérieur de l'armée malienne. Il faut extrêmement faire attention à notre lutte. Ne laissons personne interférer dans cette lutte. Et toutes les personnes qui n'ont pas été avec nous au début, il faut toujours les mettre de côté. Si je dis de les mettre de côté, de ne pas les écarter complètement, mais de ne pas faire confiance à tout ce qu'ils disent et de faire très attention. La France, elle est très intelligente. Les autorités françaises prévoient tout en avance. Et après ce discours-là, je suis sûr que Macron fera un discours dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour dire, même le président Embalo qui était avec moi l'autre jour au Forum de Paris,
a dit ses vérités, il n'y a pas de souci, on sait ce qui se passe en Afrique et on va essayer de changer la politique. Et tout ça va dans la direction pour confronter la France dans sa position qui ne veut pas comprendre réellement ce que nous traversons aujourd'hui. Parce que même lorsqu'il parle de sentiments anti-français, qui a parlé de ce sentiment anti-français? Ces sentiments anti-français n'existent pas aujourd'hui. Ces sentiments anti-français a été utilisé bien avant contre les panafricains, bien avant contre les gens qui ont essayé de dénoncer la politique française en Afrique. On les a tous traités de anti-français. Et si lui aujourd'hui il s'assoit pour dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, mais il a vraiment un souci. Essayer de prendre les mots que nous, les panafricains, la jeunesse africaine utilise aujourd'hui en disant qu'il n'y a pas un sentiment anti-français, mais un sentiment anti-politique française et un sentiment anti-impérialisme français en Afrique. Tout ça fait partie d'un plan, je ne sais pas quoi, mais dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous allez le voir. Ambalo ne fait que son Ambalo. Il va continuer dans son lancée. Et j'espère seulement qu'il ne va pas détruire le peu qui reste encore de la CEDEAO. Parce que s'il continue dans ce lancée-là, je pense qu'il va tout foutre en l'air. Le minimum qui reste encore de dignité et le doute qu'on accorde aujourd'hui à la CEDEAO, il va tout foutre en l'air. C'est un ballon. Et même pour finir, et même les présidents de la CEDEAO ne voulaient pas donner la présidence à Ambalo. Ça a fait beaucoup de discours entre eux, de désaccords lorsque c'était lui qui devrait prendre la présidence de la CEDEAO. Pour vous dire à quel point cette personne-là est instable. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il faut faire beaucoup attention à ce président qui se promène partout en disant le truc et le contraire du jour au lendemain. Parce qu'on ne peut pas changer d'idéologie du jour au lendemain. Je ne vais pas me promener, par exemple, avec mon aîné en soutenant ses propos, dormir avec lui et le lendemain dire le contraire de ce qu'il disait. Mais il y a un souci. Soit j'ai réellement pris connaissance, qui n'est pas le cas, conscience qui n'est pas le cas de Michel Ambalo, soit j'ai un problème mental au fait. Tout simplement. Merci. Parce que je ne peux pas comprendre tout ça, au fait. Et même lorsque vous regardez encore le discours, il a bien fait d'introduire d'abord ce qui s'est passé en Libye, l'intervention française, parler de sentiments anti-français, et dans tout ça, il a noyé là où il fait l'éloge d'Emmanuel Macron. On n'a pas fait attention à cela lorsqu'il dit Emmanuel Macron peut jouer un rôle très très important dans la crise russo-ukraine. Poutine m'a demandé d'embrasser Macron. Poutine m'a dit de faire ceci et cela par rapport à Macron. Tout ça, c'était pour dire que Macron est une personne très très importante. Mais pour que le message puisse passer, il faudra dire ce qui attire les gens. Ce qui attire les gens, au fait, ce qui est la condition aujourd'hui de la plupart de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et je pense que nous, la jeunesse africaine, là où on est aujourd'hui, on se méfie de toute personne qui a déjà collaboré avec la France et qui défend les fervents défenseurs de la France-Afrique, qui veulent dire que nous, aujourd'hui, on a changé, on n'en veut pas. Et pour finir, vous vous rappelez de ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, que nous tous, on a dénoncé. Nous tous, on a tout fait pour que cela n'arrive plus jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Ils nous ont fait quoi? Ils ont fait un monument représentant George Floyd. Tout simplement. Chaque fois que nous, les Africains, on se lève pour défendre, pas seulement Africains, Noirs, on se lève pour défendre nos idéologies, on nous donne un héros national manipulé qui viendra nous manipuler. Et toujours, les luttes prennent fin dès l'instant qu'on croit à la sincérité d'une personne qui n'a pas du tout toutes ses facultés mentales ou qu'il y a d'autres projets cachés derrière. Parce que Ambalo cherche à se faire voir, un narcotrafiquant ne peut pas jamais devenir quelqu'un de sincère avec la jeunesse africaine, et on ne veut plus de ce genre de personnes qui dirigent nos pays. Merci. Merci à vous, Monsieur Tidiane. On va sortir définitivement avec vous, Abdoul-Dal, en quelques minutes pour sortir. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que, en réalité, faisons attention lorsque on essaye d'analyser des choses aussi importantes que ça. Je n'apprendrai pas à mon copanéliste que les usages de la diplomatie ne voudraient pas qu'on puisse dire des propos condescendants lorsque ils sont en public. Surtout lorsqu'ils sont en public et on tient un discours courtois dans la perspective de respecter son vis-à-vis. Ce sont les usages de la diplomatie. Et lorsqu'ils sont en privé, ils peuvent même se donner des coups de poing. Je tiens peut-être à prendre un exemple pour pouvoir illustrer cela. Vous vous souvenez par exemple de l'entretien privé entre M. Nicolas Sarkozy
et M. Vladimir Poutine en Russie, c'était les deux en privé. Et la sortie de cet entretien, on avait vu le visage de M. Emmanuel Macron et ça traduisait tout simplement ce qui s'est passé au niveau lors de leur entretien. Mais lorsqu'on a posé la question à M. Sarkozy, il n'a jamais dit de propos condescendants à l'endroit de M. Vladimir Poutine. Or, ce qui venait de se passer en privé était tellement dur et sévère. Pour vous dire qu'en réalité, M. Embalo, quoi que l'on dise, il est africain, il a quand même dit quelque chose là que j'aimerais quand même apporter quelque chose de plus. Et vous savez, ce qui se joue sur la scène internationale, n'est pas constante. Elle n'est pas statique. Elle est dynamique. Donc tout dépend des enjeux qui se posent. C'est là où vous constaterez que vous pourriez peut-être qualifier cela d'inconsistance ou d'incohérence. Mais je qualifie plutôt de l'inconsistance dans la consistance. Pourquoi? Parce que l'objectif final de M. Embalo, quand je l'écoute, c'est qu'on puisse repositionner l'Afrique et que l'Afrique soit respectée. Si tel est le cas, certains événements peuvent se poser et qu'il faut adopter d'autres méthodes. Et il ne faudrait pas davantage qu'on soit, je veux dire quoi, qu'on soit rigide. Et la diplomatie, face à certains enjeux, c'est que on peut changer de méthode, mais sans changer d'objectif final. C'est là où certaines personnes peuvent comprendre que certains leaders africains sont incohérents, non, ou soit inconsistants, non pas du tout. Ils peuvent être inconsistants face à un enjeu de l'air qui se pose, mais cela ne déjoue en rien leur capacité à être constant dans l'objectif final qui est au quoi repositionner l'Afrique, permettre à ce que l'Afrique puisse se développer par elle-même. Pour sortir tout simplement, j'ai également dans mon propos par rapport à ce sujet, démontré parler de différents types d'interventionnisme. Et ce qui est important de constater, c'est que il faudrait qu'on puisse faire très attention. Faire très attention en repensant sur le modèle adéquat que les Africains peuvent également adopter pour pouvoir résoudre par elles-mêmes leurs conflits. Et même sur le plan économique, comment est-ce que les pays africains peuvent proposer des solutions à l'africaine sur le plan économique, à l'effet d'endiguer des phénomènes qui se posent en ralentissant les problèmes économiques. À chaque fois qu'on va laisser les pays puissants, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, nous octroyer des financements, sachez que ces financements seront toujours accompagnés d'une proposition de projets qui vont imposer un modèle de gestion de cet argent-là. Et cela pose un problème. C'est l'intervention qui est davantage dangereuse parce que ça paralyse l'économie. Vous ne pouvez pas parler de développement sans faire recours à l'économie. Donc si cette épine dorsale est attaquée et qu'on néglige en regardant seulement l'intervention sur le plan politique, cela poserait problème. Soyons davantage éveillés sur le plan économique, sur le plan monétaire, afin que les pays africains, le continent africain, à travers les différentes organisations, tant régionales et sous-régionales, puissent prendre conscience à proposer des solutions à l'africaine pour qu'on constate de peu à peu l'intervention de ces organisations étrangères en Afrique. Sur le plan politique, par exemple, il est important que les pays africains, face à un problème qui se pose, de mettre sur pied des comités ou encore des commissions susceptibles de proposer des solutions à l'africaine. Je prends un exemple. Si un problème se pose sur le plan militaire ou encore un problème de crise entre les États africains, évitons à chaque fois de faire recours aux organisations étrangères. Et même quand, bien même, ces organisations étrangères à l'instar de l'ONU se proposent de faire quelque chose, l'organisation de l'unité africaine peut dire quand même, non, attendez, ça va nous dépasser, qu'on peut faire recours à vous. Donc tout ceci va contribuer à limiter l'interventionnisme des puissances en Afrique sur tous les plans, notamment sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, voire même sur le plan militaire. Voilà, donc merci à vous Abdoul Ndam, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce plateau. Sans vous oublier, Tchèque Tidiane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette autre édition de Carte Géopolitique sur For You Media Africa. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.